Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Panel Hebdo, votre magazine d'information sur Global Africa, Télésud. Merci de votre fidélité pour la chaîne Global Africa. Merci d'être avec nous une fois encore cette semaine avec les chroniqueurs invités à nous livrer leurs commentaires, analyses, décryptages et même parfois leurs humeurs sur les grands faits de l'actualité en Afrique et dans le monde. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Grégory Sileni. Bonjour Grégory. Bonjour Francis, bonjour à tous les téléspectateurs. Vous êtes cofondateur de Madagascar Média, analyste politique bien sûr, maître de conférence à la Sorbonne. J'ai nommé Alfred Changolokoro. Bonjour Alfred. Bonjour Francis. Merci d'être avec nous. Maître Jean-Paul Benoît, bonjour. Bonjour Francis, heureux de vous retrouver. Écoutez, j'allais vous faire la remarque d'ailleurs parce que vous êtes parti pendant plusieurs semaines. Je ne sais pas, vous avez fait le tour du monde. Je suis revenu, mais je n'étais pas là. Mais je suis là. On n'avait pas forcément votre... on n'avait pas le GPS pour vous suivre, en fait. Ah non, mais on peut se passer de mon avis. Oui. Vous étiez notamment aux États-Unis, d'ailleurs. Ouais. On en parlera un peu. Peut-être que vous nous apporterez, évidemment, quelques impressions du terrain, j'allais dire. Avec nous également dans cette émission, Maxence Sommet. Maxence Sommet, merci d'être à nouveau avec nous dans cette émission. Enchanté, hein, c'est toujours un plaisir de vous revoir tous. Maxence Sommet, militant pro-démocratie pour l'état de droit au Burkina Faso. Et vous êtes consultant en informatique. Il ne faut peut-être pas préciser au Burkina Faso, on va dire militant tout simplement, oui. Pro-démocratie et pour l'état de droit. Oui. Partout, cela est nécessaire. En Afrique et en France aussi, aux États-Unis. En fait, c'est universel, le combat pour la démocratie et l'état de droit, il est universel. Vous avez beaucoup de travail. Alors, non seulement il a beaucoup de travail, mais en même temps, vous êtes, alors il faut le dire aux auditeurs quand même, vous êtes quand même porté une étiquette un peu particulière depuis quelque temps, si j'ose dire, parce que vous êtes sur la liste, cette liste sombre des personnalités les plus recherchées actuellement par le pouvoir militaire de Ouagadougou, pardon. Si tous les terroristes recherchés étaient aussi tranquilles que moi, en fait, ce ne serait pas un métier dangereux. Ce n'est pas une plaisanterie, parce que vous faites partie de cette liste, effectivement, de personnalités recherchées pour terrorisme. Oui, très clairement. Tout à fait, officiellement. Oui. Mais bon. Vous auriez dû nous prévenir quand même. C'est bien la preuve, évidemment, que cette opprobre jetée sur Maxence Sommet et sur quelques autres n'est absolument pas justifiée. C'est un plaisir de vous recevoir. Au sommet de cette édition, nous allons commencer par cet épisode effarant de la télé-réalité que nous inflige quotidiennement la Maison-Blanche aux États-Unis. L'effarant divorce entre Donald Trump et son nouveau meilleur ennemi, Elon Musk, l'homme qui a dirigé sans succès, il faut le dire, depuis l'élection du président américain, un ministère dit de l'efficacité gouvernementale. Retour sur cette étrange querelle publique qui restera sans doute dans les annales de la politique internationale, américaine et internationale. Autre sujet dans cette édition, le Mali, avec le départ des mercenaires de Wagner, après plus de 3 ans de service au bénéfice de la junte de Bamako. Quels sont donc les véritables ressorts de la fin du contrat de Wagner au Mali? Nous en parlerons dans cette édition. Enfin, la Côte d'Ivoire, où la crainte d'une montée des tensions politiques de plus en plus exprimée par les Ivoiriens dans la perspective de la prochaine élection présidentielle d'octobre prochain. Le pays peut-il encore éviter une nouvelle présidentielle à haut risque? Nous posons la question aux débatteurs de l'émission. Voilà donc pour le sommaire. On commence donc par cette incroyable querelle Donald Trump et Elon Musk aux États-Unis. Après s'être affiché devant les caméras en jurant qu'il resterait les meilleurs amis du monde après le départ d'Elon Musk du gouvernement, Donald Trump et l'homme le plus riche du monde se sont livrés à la fin de la semaine dernière à de violents échanges en prenant le monde à témoin. Certains journaux américains ont parlé d'un choc de titans, d'autres ont plus sobrement souligné un désastre pour l'image des États-Unis dans le monde. Maître Jean-Paul Benoît, qu'avez-vous pensé justement de cette séquence proprement incroyable? Vous étiez encore aux États-Unis quand cela se produisait, je crois, encore la semaine dernière. Oui, je partais le jour, j'ai dû vouloir éviter cette séquence, c'est le jour où je partais. Je ne suis pour rien, il n'y a aucun lien entre mon départ et ce qui s'est passé. Bon, moi j'ai dit dans cette émission au départ que je pensais que l'attelage entre Trump et Musk, ces deux égos extraordinaires, débridés, ne durerait pas. Il n'a pas duré longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont mutuellement abusés. Trump a dit avec Musk,
je vais dépasser le cadre de mon électorat classique, ma base. Et je vais avoir avec moi les modernes de la technologie de la Silicon Valley. Et Musk est un créateur, un homme du devenir, un homme des techniques modernes, un homme de l'espace. Donc ça, pour Trump, cette espèce de caution moderniste, technologique, était très, très importante. Une caution financière aussi. Et financière. Et pour Musk, c'était aussi... D'ailleurs, Musk dit lui-même qu'il est Asperger et que, par conséquent, il était heureux de partager, parce qu'il avait l'impression qu'il partageait le pouvoir avec Trump. Donc c'était une illusion. Trump a pensé que Musk allait le respecter, être longtemps à ses côtés, et au point que Trump a été concessionnaire de Tesla un jour. Oui, oui, oui. Et la plus belle concession de Tesla, c'est la Maison Blanche, et la voiture est toujours là. Donc il y a eu cet éclat entre les deux. Et moi, je ne suis pas certain que... comment dire, il y aura une forme d'apaisement, parce qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Trump a besoin de Musk, parce que SpaceX, la seule fusée qui peut aller vers la Station internationale, c'est une fusée de Musk. La volonté d'aller sur la Lune avant les Chinois qui veulent y aller aussi. Trump ne peut pas se priver de l'avance technologique de Musk, qui est d'ailleurs subventionné d'une manière très importante par la NASA et le gouvernement fédéral américain. Donc on est dans le conflit d'intérêts permanent, mais c'est une notion qui n'a pas traversé l'esprit ni de Musk. Il faut dire que parmi les amabilités qui ont été échangées entre les deux hommes, Elon Musk a rappelé que Trump était là pour 4 ans et que lui serait là encore dans 40 ans. Exactement, et c'est pas si faux, finalement. Musk, Musk a dit, qu'est-ce qui a motivé sa prise de décision? C'est le projet de budget qui a été le Big Beautiful Bill de M. Trump. C'est le plus beau budget que les États-Unis pouvaient concevoir. Et Musk a dit, mais on accroît la dette des États-Unis, donc on accroît la dette des États-Unis, on accroît la dépendance des États-Unis. Musk a précisément qualifié ce projet de budget d'abomination répugnante. Exactement, d'abomination répugnante. Les mots, ils sont forts. Et donc, tout ça a éclaté. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Moi, je ne suis pas... Enfin, c'est surtout l'image, quand même, qui est montrée quand même... Alors, effectivement, au monde entier, quoi. Il y a une part de vulgarité, il y a une part... L'homme le plus puissant du monde et l'homme le plus riche du monde qui s'insultent à travers tous les réseaux sociaux et à travers le monde, donne une image, effectivement, des États-Unis difficile. Et c'est vrai que l'opinion publique américaine, Trump est minoritaire dans les sondages de satisfaction, mais ça ne veut pas forcément dire que son électorat va disparaître. Et 56% des Américains désavouent ce que Musk a pu dire. Mais il a X aussi, donc il va continuer à tweeter. Et donc Trump et Musk ont besoin l'un de l'autre d'une certaine manière et vont peut-être se réconcilier, quitte à se fâcher une autre fois. Je voulais qu'on insiste un peu sur la nature même de ces échanges, parce qu'on se serait cru dans une cour de récréation, évidemment, sauf que cela se passe au plus haut niveau quand même de l'État, dans la première puissance mondiale quand même. Elon Musk qui qualifie un budget d'abomination répugnante, sitôt parti du gouvernement d'ailleurs. Trump qui lui répond finalement, il est frustré cet homme parce qu'il n'est plus au cœur du pouvoir. Et puis Elon Musk qui réplique en parlant de l'ingratitude du président Trump en disant qu'il n'aurait jamais gagné les élections sans son soutien. Et ensuite, il sort ce qu'il appelle la grosse bombe en accusant Trump d'avoir été proche de M. Epstein, ce célèbre criminel sexuel qui a été condamné pour agression sexuelle et trafic de mineurs. Il a enlevé son tweet. Il s'est suicidé en 2019. Et Trump qui répond simplement, voilà, Musk est fou. Et une semaine après ces altercations, Elon
Musk a présenté ses excuses ce mercredi, ce mercredi 11 juin, en reconnaissant que certaines de ses propos sont allés trop loin. Voilà le niveau quand même, je dirais, de la querelle. On a affaire quand même à des gens qui détiennent un pouvoir absolument important. Bon, il y a le pouvoir de l'argent évidemment d'Elon Musk, mais il y a surtout le pouvoir politique de Donald Trump, élu président des États-Unis. Grégory Sileni. C'est pas si étonnant que ça quand on voit le parcours de ces deux hommes. Entre Donald Trump, on connaît sa grossièreté, sa façon de parler. Elon Musk, finalement, il y avait cette incohérence entre les deux hommes, puisque Elon Musk est le défenseur de cette liberté d'expression qu'il met sur son réseau social X. Donc, ce n'est pas très étonnant. Après, c'est vrai qu'il y a ces deux symboles, puisque, comme ça a été dit, il y a l'homme le plus puissant du monde, qui est le président des États-Unis, et de l'autre côté, l'homme le plus riche, qui était censé ramener avec lui finalement la Silicon Valley. C'est un peu la caution pour Donald Trump. Et là, il y a cette fracture. Mais Donald Trump, depuis le début et son arrivée au pouvoir, on voit la teneur de ces échanges, on le voit même au niveau diplomatique. Là, dernièrement encore, il a qualifié de combat d'une cour d'école ce qui est en train de se passer entre la Russie et l'Ukraine. Donc on voit un peu la teneur et ce que ça donne. Et puis surtout, Donald Trump fait du commentaire politique. Oui. C'est-à-dire qu'on pourrait faire aujourd'hui un Trump hebdo, si on veut, avec tout ce qui est en train de se passer. Il agit de manière multifactorielle à tous les niveaux. Et voilà ce que ça produit. On est plus du tout. On est passé, mais on l'avait déjà dit ici dans cette émission, qu'il y avait une bascule qui est en train de se faire. Moi, je m'en inquiétais beaucoup. Et en plus, quand on a Elon Musk qui montre clairement qu'il a des velléités de devenir à son tour peut-être aussi président, il est en train de se construire politiquement. Oui, il a même proposé de créer un nouveau parti. Il veut créer un nouveau parti, et 80% des Américains approuvent cette idée d'un autre parti. Oui. Je pense qu'il faut s'accommoder, s'habituer à cela, quand bien même on peut le déplorer, et déplorer ce qui est en train de se dire et ce qui est en train de se jouer. Mais voilà à quoi ressemblent aujourd'hui les États-Unis. Voilà à quoi ressemblent les États-Unis. Et pendant ce temps, Poutine continue à envahir l'Ukraine. Bien sûr. Mexan, est-ce que tout ça vous inquiète quand même? Parce que voilà, c'est le niveau du débat politique aux États-Unis et qui est subi quand même par le monde entier, quoi. Parce que bon, là, c'est commenté, surcommandé, abondamment commenté à tous les instants de la journée. Est-ce que vous ne vous sentez pas vous-même submergé, je dirais, par cette télé-réalité? Mais Trump, déjà, il vient de la télé-réalité, il faut le savoir. Dès son premier passage à la Maison-Blanche, il n'a pas facilité le combat de quelqu'un comme moi qui est pour l'état de droit et la démocratie. Et il a désinhibé beaucoup de satrapes en Afrique. Tout à fait. En fait, Trump. Parce que tant que c'était Poutine, c'était relativement jouable. Mais quand vous avez le président des États-Unis qui est du même type, du même acabit, ça devient très difficile de défendre l'état de droit, la démocratie et puis le respect du peuple, le respect de la volonté peuple. Ça devient très difficile. Mais en fait, c'est mon ami Dmitri Medvedev qui doit être déçu. Il avait déjà proposé... C'était votre ami, hein? Oui, c'est ironique. Il avait déjà proposé l'asile politique à Trump quand Steve Bannon a demandé à Donald Trump de l'expulser des États-Unis comme immigré clandestin. À Musk qu'il a proposé l'asile politique. Oui. À Musk, voilà, il lui a proposé l'asile politique. De quoi il parle en matière de démocratie. Ben voilà, donc c'est pour ça que je l'appelle mon ami d'ailleurs. Donc, j'avais compris. Et en fait, moi, je n'aime pas trop parler de Trump parce que je sais que c'est une stratégie pensée, mûrie et déployée. C'est Patrick Lelay, il y a quelques années, quand il était au sommet de sa toute-puissance, disait que lui, son métier, c'est de vendre du temps de cerveau disponible des gens à Coca-Cola. Vous vous souvenez de cette citation-là? Je vais vous lire ce que Steve Bannon a déclaré il y a quelques années. Le parti d'opposition, ce sont les médias. Et les médias, parce qu'ils sont bêtes et paresseux, ne peuvent se concentrer que sur une seule chose à la fois. Il nous suffit de les inonder, de les submerger d'informations 3 fois par jour, une borde à l'une d'entre elles, et pendant ce temps, nous, on fait ce qu'on a à faire, bang, bang, bang. Ces gars-là ne pourront jamais s'en remettre. Avec une vitesse initiale phénoménale, on peut frapper très fort.
Ça, c'est Steve Bannon qui disait ça en 2019 sur une télé américaine. Donc c'est pour ça mais c'est la structure communicationnelle de l'extrême droite. Mais oui, bien sûr. Non, mais ce qui est bien avec l'extrême droite américaine, c'est qu'elle s'assume, elle n'avance pas masquée. Elle est décomplexée. Elle n'avance pas masquée comme l'extrême droite française. On nous a pompé l'air en France pendant des années sur la dédiabolisation du Front National. À chaque élection, on voit des candidats complètement hallucinants. Le Front National promet de faire le ménage. L'élection d'après, on voit les mêmes. Et c'est la semaine dernière qu'il y a eu une rencontre des fachos européens, je ne sais plus où, ça, c'est un autre, et où Marine Le Pen est revenue sur ses fondamentaux. Tout à fait. Voilà. Donc, il faut dire que Steve Bannon avait mis en garde Trump sur l'utilisation de Musk, et il était hostile à ce qu'on donne le pouvoir de Musk de réduire le nombre de fonctionnaires. Certains parlaient de basse jalousie, simplement, de la part de Steve Bannon. Était tout à fait hostile à la présence. Oui. C'est d'ailleurs Bannon qui a rappelé la semaine dernière, cette fameuse semaine de la querelle, que tout d'un coup, il découvre qu'Elon Musk est un immigrant clandestin venu d'Afrique du Sud et qu'il fallait l'expulser. Voilà aussi le niveau du débat. Alors moi ça ne m'étonne pas, ça devait finir par clasher. Pourquoi ? Je crois avoir rappelé ici, ironiquement, que le vrai président des États-Unis, c'était Elon Musk, le vice-président, c'était Trump. Et que ça allait finir par éclater. D'ailleurs, on l'a vu lors des conférences de presse de Trump à la Maison Ovale, Musk venir vraiment très décontracté, son fils sur ses épaules, et des choses comme ça, désacralisant la fonction présidentielle. Je pense que Trump a fini par comprendre que la présence de Musk lui nuisait quand même parce qu'il occupait trop d'espace et qu'il fallait d'une manière ou d'une autre se séparer de lui. C'est ce qui a été fait en lui remettant une clé en or, etc., qui était aussi assez ironique. Hein. Bien. Et, on s'amuse bien à la Maison-Blanche. N'est-ce pas? Bien. Et au fond, ce dernier clash vient confirmer toute une série de choses que nous avons évoquées ici, c'est-à-dire une présidence sans filet. Absolument. Et le dernier appel justement de la stratégie de Trump, d'ailleurs on l'a vu, une fois cette querelle-là éclatée, échange de noms d'oiseaux, tout de suite il envoie la troupe en Californie. Et toute l'attention du monde est tournée vers là. C'est chaque fois comme ça, il lance toute une série de choses. En réalité, ça ne devrait pas nous étonner ni nous surprendre. Et peut-être, effectivement, comme Meksan l'a dit, c'est plutôt les dictateurs africains, enfin les autocrates africains qui se réjouissent justement de cette présidence disruptive. Mais ils sont en bonne compagnie. Exactement. Mais dès son premier mandat, moi j'avais dit qu'en fait Donald Trump, c'est le plus africain des présidents américains. Eh bien voilà. Elle a marché le Capitole, le refus de reconnaître sa défaite électorale. Après, Alors, ce qui ne va pas vous étonner aussi, c'est quand même le nouveau travel ban, on appelle ça comme ça. C'est la liste des pays interdits de visa aux États-Unis. Alors, 12 pays concernés par cette nouvelle interdiction, parce qu'il faut dire que lors de son premier mandat, Donald Trump avait déjà établi un travel ban contre certains pays. Et là, 12 pays sont concernés. La raison évoquée, c'est de protéger les États-Unis de terroristes étrangers. Et à cette liste s'ajoutent 7 autres pays visés par des restrictions. Plusieurs pays africains sont concernés. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau travel ban? Parce que Amnesty International, par exemple, indique que, voilà, en ce qui concerne les pays africains concernés, que les raisons évoquées sont incohérentes et que cette mesure est discriminatoire, raciste et carrément cruelle. Allez, on va pas s'enflammer, utiliser. Mais c'est Amnesty que je cite. Oui, justement ce que je veux dire. Non, mais bon, vous connaissez un Africain qui quitte l'Afrique, qui va aux États-Unis et qui va poser des bombes là-bas. Oui, bien sûr. Voilà.
Ils se disent tout simplement, je suis sauvé et puis voilà, je suis aux États-Unis, je suis tranquille. Donc non, ça c'est le cirque habituel de Trump. Enfin, le Congolais, puisque ça vous fait rire un peu. Absolument. Écoutez, je vais vous raconter une anecdote privée, une fois n'est pas coutume. Lorsque la liste est sortie, une personne s'était étonnée d'y voir figurer le Congo-Brazzaville. Exactement. Ce qui a évidemment étonné le Congo-Brazzaville. La personne m'a dit, mais est-ce que tu es sûr qu'il ne s'est pas trompé de Congo? Est-ce qu'il ne confond pas la RDC avec le Congo-Brazzaville? C'est possible. Voilà, ce qui est tout à fait possible, évidemment. Non. Alors, je ne suis pas sûr que vous serez encore plus satisfait, puisque vous, la RDC, vous êtes très cher. Non, mais exactement. Non, mais là, ils remettent tous ces gens à Guantanamo. Parce que et les Européens et tout le monde à Guantanamo. Il y a 8 Français. C'est ça. Il y a 8 Français terroristes en puissance, parce que tout étranger pour Trump est un terroriste en puissance. Potentiel. Et, non, mais là, effectivement, c'est vraiment une plaisanterie trumpienne. Oui. Il dit, le bon Congo, c'est celui qui lui donne des matières premières et tout ça. Le mauvais, c'est le Congo-Brazzaville. C'est ça. On s'étonne quand même, enfin, et je comprends l'étonnement de Sassou Nguesso, se disant, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, le ministre de la Communication de Brazzaville a parlé de malentendus. N'est-ce pas, Thierry Mongala? L'objectif de Donald Trump, c'est vraiment toujours de plaire et de parler à sa base. Exactement. Donc, tout ce qu'il fait au niveau de l'étranger, c'est toujours dans un esprit de plaire au niveau de la politique intérieure. Tout comme quand il parlait de génocide anti-blanc en Afrique du Sud. Oui, c'est ça. Donc après, là aussi, il faut être, parce qu'on essaie toujours de comprendre et de déchiffrer le Trumpisme, hein, c'est un peu ça l'idée. Il faut toujours être prudent avec Donald Trump parce que, aussi dans sa stratégie, il veut toujours frapper fort, parce qu'il frappe fort, que ce soit travel ban, ces différents plans d'action. Et après, peu importe si c'est trompé, si c'est pas bon, on réajuste derrière. C'est ça en fait. On voit au niveau de la guerre commerciale, il annonce des prix exorbitants. Voilà, exactement. On peut augmenter de 145% pour les droits de douane avec les Chinois. On dit, moi je suis capable de baisser à 25%. Donc en fait, il n'y a aucune logique. Et c'est comme ça que fonctionne Donald Trump. Et ça marche. Il y a de la logique de Trump. Et ça marche. Oui, mais puisque c'est repris et commenté. Oui, c'est ça. C'est ce que nous faisons d'ailleurs. Non seulement ça, mais quand il fait ses propositions faramineuses, exorbitantes, etc., il sait très bien où il veut arriver. Il sait très bien. Pas toujours. Si je mets la pression sur les Chinois sur ça, ils vont venir négocier. C'est ce que les Chinois ont fait. Hein. Pour l'instant, ils ne négocient pas grand-chose. Ils sont en train de trouver des accords. Oui, mais dans son industrie sur le plan intérieur, et c'est eux qui demandent au président américain. Il sait très bien comment il échange téléphonique avec le président chinois, rien n'est réglé pour l'instant. Mais il a baissé 3 mois avant de lui parler. Oui, non, mais c'est sa stratégie. Les Chinois ne sont pas pressés du tout. Exactement. C'est ça qui est intéressant avec les Chinois. Sur l'Ukraine, Poutine a roulé. Oui. Complètement Trump. Oui, mais là, parce qu'il y a des images compromettantes du passé, du Trump qui allait monter. Finalement, on a du mal d'ailleurs à repérer, à identifier un seul dossier réussi depuis qu'il est à la Maison-Blanche. Parce que, il y en a un qui a. La frontière avec le Mexique est quasiment fermée. D'accord. Est quasi hermétiquement fermée. D'accord. Il n'y a quasiment plus de flux. Je parlais surtout en matière de politique étrangère. Y compris avec des gens qui avaient déjà leur dossier, qui étaient convoqués pour leur entretien, pour obtenir leur visa. On allait les rafler au lieu de l'entretien. On les convoquait pour venir passer l'entretien pour avoir leur visa. Et puis l'ICE était là pour les rafler quand ils venaient. Oui. Alors, pour l'information, j'avais quand même donné la liste des pays concernés, c'est important. L'Afghanistan, la Birmanie, le Tchad, la République du Congo, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, Haïti, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen. Et puis il y a les 7 autres pays qui sont visés par des restrictions, non pas par une interdiction de visa, mais par des restrictions. Ce sont donc le Burundi, Cuba, le Laos, le Sierra Leone, le Togo, le Turkménistan et le Venezuela. Alors, pour les premiers pays, il s'agit évidemment donc de la question du terrorisme, pour la protection des États-Unis contre le terrorisme. Et pour donc la liste des pays restreints, si je puis dire,
Et l'administration Trump considère que dans ces pays, il y a une absence d'administration efficace et que ces pays, évidemment, ont des ressortissants qui auraient tendance à vouloir rester aux États-Unis bien au-delà du délai de leur visa. Ça, il a pas totalement tort sur l'administration inefficace de ces pays. Oui, mais enfin, le doji là-bas, et puis après ça. Mais dans ce cas, il y a beaucoup plus de pays que oui, ça. bien sûr. Bien sûr. Et moi, ce qui m'a étonné, c'est de ne pas voir le Burkina Faso sur cette liste. Voilà, parce que le Burkina Faso est à tête de liste des pays atteints par le terrorisme. Oui. J'ai été étonné. Mon honneur national en a pris un coup. Je me suis dit, mais attends, pour une fois qu'on était premier dans un domaine, on ne le reconnaît même pas. Mais il y a votre compatriote Ibrahima qui est aux États-Unis, qui fait la campagne justement de Traoré et qui fait effectivement que Trump, il aime bien... Non, mais mon frère, le Burkina est enfin premier dans un domaine. C'est le premier. Mais reconnaissez-le. Effectivement, ça vous coûte quoi? Oui, c'est le premier pays où l'on compte le plus de violence du fait du terrorisme. Oui. Vous êtes déçu donc que... Ah oui, mais ça viendra. C'est pas tous les jours qu'on est premier dans un domaine, quoi. Oui, un dernier mot. Certains ont avancé, parce qu'on essaye toujours de comprendre ce que veut faire Donald Trump, certains ont avancé peut-être que certains pays figuraient dans ces listes pour derrière pouvoir négocier les ressources des matières premières dans les pays concernés. Donc c'est peut-être, il aime bien négocier Donald Trump. C'est pas impossible. Voilà, parce que tout revient là finalement. C'est ça. C'est toujours le deal au final. Il ne fait rien totalement au hasard. Oui. On est étonné, moi je l'ai dit au début, on est étonné que Trump fasse ce qu'il a dit pendant sa campagne. Ça c'est sûr qu'on ne peut pas l'enlever. Il a dit voilà comment je vais négocier, ma méthode c'est le deal. Donc voilà, je te propose ça, tu n'es pas content, ben, on va discuter. Et puis, il rassure sa base en disant voilà, tous les étrangers sont suspects. Je caricature, mais c'est un peu ça. En tout cas, pour l'instant, rien ne garantit l'efficacité de ce logiciel. Pour l'instant, effectivement, on en est... Cyril Ramaphosa a quand même bien réagi. Il lui a dit bon, moi, je n'ai pas de jet à vous offrir. Oui, le président du Tchad a... Exactement. Il a répondu avec humour. Voilà. C'est ça. Autre sujet, messieurs, dans cette édition, le Mali, avec le départ des mercenaires de Wagner, après plus de 3 ans au service de la junte de Bamako, un départ en trompe-l'œil, il faut dire, puisque plusieurs membres de Wagner seront réintégrés dans le nouveau dispositif de remplacement dénommé Africa Corps, placé sous l'autorité du ministère russe de la Défense, une sorte de nationalisation en fait de Wagner qui a commencé depuis la mort en 2019 de son patron, de son chef, Evgeny Prigojine. En tout cas, les membres de Wagner au Mali ont affirmé avoir accompli leur mission et rempli la tâche principale, c'est-à-dire le retour de toutes les capitales régionales sous le contrôle des autorités légitimes du Mali. Est-ce que ce bilan est vérifiable? Est-ce qu'il est aussi brillant que l'affirme la société paramilitaire Wagner? Par rapport à la Russie poutinienne, la Pravda c'était des joyeux drills, quoi. N'est-ce pas? Quand j'ai lu ça, c'est extraordinaire. Leur bilan, la seule chose positive que les Maliens peuvent en retirer, c'est que Kidal était comme une arête de poisson à la gorge de tous les Maliens du Sud. Donc, ils ont repris Kidal. Bon, voilà. Et depuis? Bon, à part ça, ils se sont illustrés surtout dans les exactions et les massacres contre les populations civiles. Donc, s'ils disent que mission accomplie, bon, de toute façon, comme c'était des mercenaires, si un mercenaire dit que la mission est accomplie, que son commanditaire, qui ne reconnaît même pas qu'il était là, bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Effectivement, la junte de Bamako n'a jamais officiellement reconnu la présence de Wagner sur le sol malien. On s'étonne donc qu'on parle du départ avec un communiqué aussi, un communiqué à la clé. Et vous parlez donc de ce bilan qui, évidemment... il est ce qu'il est, ce bilan. Toujours est-il qu'aujourd'hui, la question sécuritaire au Mali est beaucoup plus alarmante qu'il y a 5 ans. Oui, tout à fait. Mais en fait, tout dépend. Si on examine les chiffres, les statistiques, les faits, oui, la situation est plus... c'est énormément détérioré ces dernières années. Mais si on regarde de façon qualitative la perception des populations, en tout cas pour ce qui est de la partie d'entre elles qui s'exprime, ben,
eux, ils ont le sentiment que l'association s'est améliorée, que l'armée est montée en puissance. Oui, c'est le terme consacré d'ailleurs. Que l'armée est montée en puissance, puisqu'on leur exhibe tout le temps du matériel militaire qu'on achète, comme si c'était le matériel qui faisait la guerre, que le pays s'affirme face aux salauds qui les dominaient depuis 60 ans. Tout dépend quelle mesure on prend, la mesure factuelle ou la perception. Et aujourd'hui, on sait qu'en politique, clairement, on est dans une époque où la perception compte plus que le factuel. Jean-Paul Benoît. La perception, ça compte, mais ça ne suffit pas quand on fait de l'analyse politique. Moi, j'ai toujours dit que les juntes, non seulement elles ne résolvaient pas les problèmes, mais elles les aggravaient. Donc la junte malienne a aggravé les problèmes. Et il y a un très bon papier dans Le Monde que je vous recommande de lire, qui est paru aujourd'hui, sur justement les exactions de Wagner. Aujourd'hui, ce jeudi, puisque nous enregistrons ce jeudi. Ce jeudi. Et les exactions de Wagner, qui a pratiqué la torture, les arrestations arbitraires, et très souvent avec la complicité de l'armée malienne. Et la découverte de prisons cachées, où des tortures étaient pratiquées, des prisons de Wagner. Et un officier malien dit, sous l'anonymat bien sûr, que les FAMA n'avaient pas leur mot à dire. Ouais, Wagner. Enfin, c'est facile de se défausser comme ça, en disant les FAMA, les forces militaires maliennes. Vous n'y êtes pas, je n'y suis pas. Ah, oui, bon, et ce n'est pas le premier qui le dit. Donc Wagner, c'était la volonté russe de s'installer en Afrique, notamment en Afrique francophone, avec une communication, le colonialisme, on va vous émanciper, c'est nous les apporteurs, etc., etc. Alors que c'est une occupation. C'est une occupation. Ça n'est pas une libération. Alors, Wagner s'en va, mais voilà, c'est une forme de Wagner, disons officielle. C'est Africa Corps, placé sous l'autorité du ministère russe de la Défense. Et alors, ce Africa Corps indique que voilà, son rôle désormais serait d'apporter un accompagnement plus soutenu à la junte et aux autorités de Bamako, et que leur rôle ne se limiterait plus à la lutte contre le terrorisme. Voilà. Alors, est-ce que cette installation d'Africa Corps renforce un peu plus encore l'emprise de la Russie sur ce pays? Bien sûr, ça promet. Ce qu'il faut bien voir dans cette situation, c'est la poursuite de la déprigoginisation de la présence russe en Afrique. Depuis l'assassinat, l'attentat d'ailleurs, le ministre de la Défense actuel est soupçonné d'avoir abattu l'avion de Prigojine. Et que pour Poutine, l'idée est de vraiment déprigoginiser la présence russe. Parce que ce Prigojine, qui était cuisinier, je ne sais pas, et tout, avait compris une chose. Il voulait devenir oligarque. Il s'était dit, bon, la sécurité c'est bien pour la Russie et tout ça, mais moi-même, qu'est-ce que j'y gagne? Il a gagné beaucoup. Il a gagné beaucoup. Et Wagner, c'est les mines, c'est l'exploitation du bois, etc. Ce que va d'ailleurs poursuivre Africa Corps. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et il y a des tensions entre Africa Corps et les anciens... Et certains membres de Wagner. Exactement. Bon. Notamment, il y a de la résistance en Centrafrique. Absolument. Où ceux qui sont restés continuent à se dénommer, à s'appeler Wagner, et veulent rester complètement autonomes par rapport à cette nationalisation engagée par le Kremlin des troupes de Prigojine. Exactement, parce que d'ailleurs en Centrafrique, c'est Pavel Prigojine, le fils, qui est à la tête justement, et non seulement de la sécurité du président, Touadéra, mais les mines, etc., d'où cette résistance. Ça, c'est une chose. Maintenant, l'un dans l'autre, ça ne change rien au fond. Enfin, Poutine a tordu la main, à Assimi Goïta, comme il a tordu la main à Touadéra en Centrafrique. Il n'a pas tordu la main. Absolument, pour le contraindre à accepter l'Africa Corps. Oui. Parce que lui, il voulait rester avec Wagner. Ah oui, d'accord. C'est ça, voilà. Non, Touadéra voulait rester parce que ça fait un moment qu'ils sont implantés et puis il fait des affaires. Exactement. Et donc il se dit, mais Africa Corps qui arrive, qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc, d'où les. On ne change pas l'équipe qui gagne, quoi. Exactement. Alors, ça dépend pour qui. Tout à fait. Ouais. Mais ce qu'il faut aussi ajouter là-dessus, c'est que
Poutine aussi a compris que, au-delà de la propagande et tout ce que l'on veut, la déstabilisation, les fake news, etc., le combat de la désinformation, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'à côté il adosse ces maisons russes en Afrique, voilà, pour comme soft power, de l'autre côté. Donc là, maintenant, dire power tout court. donc là, Africa Corps, ça va être effectivement la continuité du soutien militaire, formation, etc. Mais c'est pourquoi je dis ça n'apporte rien de plus que ce qui est déjà si, là. sauf que maintenant, la Russie sera directement comptable de ses actions de l'Africa Corps. Quand en plus elle a appelé ironiquement Afrique. Mais en tout cas, il n'y aura plus cette notion de déni plausible. C'est ça. Voilà. C'est le ministère Tout à fait. De la Défense. C'est l'État de la Fédération de Russie qui envoie Africa Corps. En plus, c'est... Ils continueront à nier. Bon, c'est ça. En même temps... Non, mais c'est pas... Non, mais ils vont nier la réalité des massacres, mais ils ne vont plus pouvoir nier les responsabilités. Oui. Ça sera plus difficile. Parce que pendant longtemps, en fait, le Kremlin ne reconnaissait pas ses liens avec Wagner et reconnaissait de temps en temps quand cela l'arrangeait. Là, effectivement, Mexan a raison. La ficelle était grosse. Là, c'est le ministère de la Défense, en fait, qui opère au Mali. Oui. C'est pour ça qu'il Alors, parle Mexan, puisque vous avez... Excusez-moi, mon cher Grégory. Là, je pose la question à Mexan parce qu'il c'est un féru d'histoire. Drôle d'idée quand même d'avoir nommé ce nouveau dispositif Africa Corps, parce que ça rappelle quand même ce régiment avec Rommel de l'Allemagne nazie en Afrique du Nord pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, mais Wagner, vous savez... Wagner, c'était aussi le grand musicien le plus préféré du Troisième Reich. Voilà, donc c'était... Ah, c'est dans la continuité. Oui, c'est un clin d'œil. Ah, c'est intéressant. C'est pour ça qu'en fait, moi j'ai toujours dit que si Poutine veut dénazifier les Ukro-nazis, il ferait mieux de commencer par les nazis russes. Oui. Bon. Mais oui. Ça vous inspire quoi, M. Jean-Paul Benoît, ça? Quoi, ce choix d'Africa Corps? Oui. Oui, c'est les dictatures, admire les dictatures du passé, voilà. Moi, je n'attends rien de ça, sauf que c'est la poursuite des exactions, c'est la poursuite de la prise en main du pays, du pillage des richesses, et voilà, bon. Alors, la peinture, ça sera une peinture officielle. Grégory? Oui, si c'est manifestement un échec sur le plan militaire et qu'on peut très bien douter de ce qu'est la communication de Wagner, il y a quand même une réussite au niveau russe. C'est ce qu'on a dit à un moment donné. La désinformation qu'il y a, avec notamment African Initiative, toute la résonance qu'il y a auprès de la jeunesse africaine, ça on ne peut pas le nier, parce qu'il y avait quand même un précaré qui était français dans la sous-région, et on parle de quoi, un peu plus de 3 ans que Wagner est là, et ils ont réussi à faire ce travail-là. Donc d'un point de vue russe, ça reste quand même une réussite à ce niveau-là. Tu as des informations, Mexan, vous avez une réponse pour ça. Vous êtes quand même très actif sur les réseaux sociaux. Voilà, Grégory dit finalement, pour ce qui concerne le dispositif de la désinformation, c'est plutôt une réussite pour la Russie. Oui, mais moi je vous ai dit que la Russie ne pourra rien faire de durable dans ces pays-là. Dans un premier temps, ils ont vraiment gagné la bataille de la communication. Mais moi, je suis vraiment tout ce qui se passe dans la médiasphère du Sahel. Je vous dis que l'opinion s'est complètement retournée contre eux. Ah bon? Oui, aujourd'hui, ils n'ont plus que la répression pour que les gens ferment leur gueule. Mais ça ne marche plus. Ça ne marche absolument plus. En tout cas, pas au Sahel. Et au Sahel, en Côte d'Ivoire, dans les pays immédiatement voisins. Dans les pays anglophones, encore... Depuis quelque temps, ils sont en train de mettre le paquet là-bas, justement, parce qu'en Afrique de l'Ouest anglophone, ça ne marche plus. Ça s'est retourné contre eux. Par exemple, quand on prend le cas du Mali, Assimi Goïta, en tout cas, quand on voit les statistiques, les sondages qui sont sortis, on dit qu'il y a quand même une adhésion de la société. Quels sondages? Il y a des quels instituts? J'ai pas pris les sources, mais des sources quand même sérieuses qui disent quand même aujourd'hui... Non, mais la question, c'est pas de savoir si c'est... Je confirme, l'afrobarométeur, justement, attendons la prochaine sortie de l'afrobarométeur. Oui. Et comme je vous ai dit, c'est la terreur dans ces pays. Oui, non, mais ça... Vous savez que pour un like
sur les réseaux sociaux, vous pouvez être envoyé à Guantanamo 2000, comme j'appelle les prisons secrètes de quartier de Ouaga 2000 là, ou bien au front. Guantanamo 2000. Oui. Non, mais Guantanamo 2000, c'est les anciennes villas ministérielles de Ouaga 2000, qu'ils ont transformé en prison secrète, comme Wagner avait 6 prisons secrètes au Mali. Oui. Et eux, c'est à Ouaga 2000 et à Kaya. Donc, pour un like, même pas un commentaire, pour un like ou un partage sur les réseaux sociaux, vous êtes objet de disparition forcée. Alors, pour terminer, un mot sur ce projet de loi qui a été donc adopté ce jeudi par le Conseil des ministres au Mali, justement, et qui prolonge de 5 ans le mandat, la présence de la junte au pouvoir, en tout cas, sous la présidence du général Assimi Goïta, 5 ans renouvelables, indéfiniment, jusqu'à la pacification totale du Mali et des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, de l'AES. Un commentaire là-dessus? C'est ça, ils disent on va faire des élections dans 3 ans, après ils demandent 5 ans, puis après maintenant, on est là pour l'éternité, pour le bonheur des peuples. Oui. Voilà. Moi, je suis un prestataire de service dans mon métier, d'accord? Par contre, nous, on a une obligation de résultat en quelque sorte. Mais si je n'ai pas d'obligation de résultat, pourquoi vous voulez que je mette fin à ce qui me fait prospérer? Pourquoi? Alors, moi, je dirais simplement ceci, que, là, c'est la confirmation de ce qui a été décidé dans les assises organisées par Assimi Goïta tout récemment. Oui, c'est des assises. Oui, mais selon la junte, exactement, de la junte. Tout à fait, en écartant l'opposition et tout, qui a décidé cette prolongation. 2, c'est pour être en conformité avec les 2 autres États de l'AES qui ont aussi procédé de la même manière, mais qui consolide ce déni de la démocratie, qui consolide ce déni du républicanisme, malheureusement pour ce pays-là. Ce qui est intéressant, ce qui est nouveau, c'est que le Mali aligne en fait son agenda interne sur celui des 3 pays de l'AES. Exactement, et puis comme ça, Poutine est content, enfin il copie Poutine un tout petit peu. Un mandat qui durerait tant que les 3 pays ne sont pas pacifiés. Poutine est là, etc. Non, mais... Il faut reconnaître quand même qu'ils font des efforts d'harmonisation. Tout à fait. Bon, au départ, c'est IB qui rackettait la population au nom le fonds de soutien patriotique. Oui. Bon, après, Goïta s'est aligné. Il est allé tondre les Maliens sur la téléphonie, les transferts les transferts à mobile money. C'est ça. Après, Tiani a fait une avancée. Lui, il a dit, tout ça, c'est trop long. Moi, je suis là pour 5 ans renouvelables. Voilà. Mais IB s'est aligné, Tiani s'est aligné. Donc, il y a quand même une forme d'harmonisation au sein de l'AES. Il faut saluer ça. Vous voulez dire qu'il y a des critères de convergence entre les 3 pays? Exactement. Et c'est IB qui a commencé les kidnappings. Goïta, il vous jetait en prison après des procès de Moscou. Oui. Maintenant, il a trouvé que tout ça, c'est s'embarrasser de trop de procédures. C'est disparition forcée immédiatement. Donc, il y a quand même une dynamique de convergence au sein de l'AES qu'il faut saluer. OK, mais en même temps, c'est embarrassant. C'est embarrassant pour la CEDEAO, même s'ils en sont sortis, les pays voisins qui sont autour d'eux. C'est problématique pour ces pays-là. Et moi, je parie que d'ici 5 ans, il y aura des coups d'État dans au Togo. Oui. Dans ces 3 pays-là. Au Togo. De l'AES. On va éviter la séquence divinatoire. Ah, ben écoute, on fait de la projection. On fait de la projection. C'est la projection. Je ne sais pas qui sera l'auteur du coup d'État au Togo, mais Faure Gnassingbé, il n'est pas militaire, mais bon, c'est le président de la CEDEAO qui est le plus compatible avec l'AES. Son ministre des Affaires étrangères n'arrête pas de faire les éloges de l'AES et n'arrête pas de dire que si on pose la question au peuple togolais, il est favorable à la région de l'AES à 80%. Il a juste oublié un détail. Pour faire partie de l'AES, il faut faire un coup d'État.
Voilà. Effectivement, c'est intéressant. On va terminer cette émission avec l'actualité ivoirienne marquée par les tensions sur la scène politique à 4 mois de la prochaine présidentielle d'octobre prochain. Et au cœur de l'actualité, l'exclusion de 4 acteurs de la compétition pour des raisons, pour dire, spécifiques. Je vais les nommer: Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro, tous 3 sous le coup de condamnation judiciaire. Et Tidjane Thiam, exclu, lui, on le sait, pour une question de nationalité, pour faire court. Pour une partie de l'opinion, ces exclusions sont fondées sur le strict respect des lois, tandis que d'autres accusent le pouvoir en place, d'écarter de la course ses principaux adversaires. Alors, qui veut porter son regard sur cette actualité ivoirienne? Quelle réponse pourrait-on apporter pour garantir des élections apaisées en octobre prochain en Côte d'Ivoire? Maître Jean-Paul Benoît, vous qui connaissez quand même connaissez le contexte. Je connais le contexte. Particulièrement, je veux dire. Je dis 2 choses. Depuis que Ouattara est au pouvoir, la Côte d'Ivoire a été gouvernée, a prospéré, les investissements se sont développés. Mais là, vous faites le bilan d'Alassane Ouattara. Il y a un bon bilan. Mais là, on parle attendez, des inquiétudes actuelles. Attendez, je parle d'un bilan. Oui. Maintenant, il y a eu des décisions de justice concernant un certain nombre de personnes que vous avez nommées. Des décisions de justice, on les applique. Monsieur Thiam a ce problème de nationalité. Et c'est à partir d'une loi de 1961 que cette question se pose. Ce n'est pas Ouattara qui a inventé la loi de 1961. Puisque vous parlez de M. Thiam, alors M. Thiam est exclu pour des raisons, disons, administratives. On est bien d'accord. Étant donné que personne ne doute de sa nationalité, est-ce qu'une décision politique ne serait pas bienvenue, pertinente en tout cas, pour le réintégrer dans le jeu électoral? C'est une question que se posent les Ivoiriens. C'est une question que vous devez poser aux hommes politiques ivoiriens. Non, mais qu'en pensez-vous? Je pense que l'élection doit se dérouler calmement, sereinement. Oui. J'attends de savoir ce que va décider le congrès du RHDP de Ouattara qui va avoir lieu. Les 20 au 22 à la fin du mois de juin. Oui. Et je constate que depuis que Ouattara est au pouvoir, les élections se sont toujours déroulées calmement. Les oppositions ont été représentées. Les partis politiques d'opposition sont présents à l'Assemblée nationale. Oui. Voilà, alors chaque fois qu'il y a une décision de justice qui concerne un homme politique, c'est vrai en Côte d'Ivoire, c'est vrai en France, on dit c'est une décision politique parce que je suis un homme politique. D'accord. Voilà, on connaît alors, au cœur de l'actualité aussi, il y a cette interrogation quand même persistante sur la candidature d'Alassane Ouattara. Vous venez d'évoquer le congrès qui aura lieu, qui est prévu en tout cas pour les 21 et 22 juin, c'est dans quelques jours. Est-ce que, selon vous, M. Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara, pourrait renoncer à briguer un 4e mandat pour apaiser la situation politique, pour le climat politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Je ne veux pas prendre position sur ce sujet. Est-ce que vous pensez que cette décision pourrait apaiser le climat politique? Je ne sais pas si le climat politique est aussi tendu. Il n'y a pas de bonne solution. Parce que si vous... Attendez, je finis, je ne sais pas si... Rapidement, parce que le temps passe très vite, mais allez-y, concluez. Le climat politique est tendu, voilà, l'élection va se dérouler, et je pense qu'elle se déroulera dans le calme. Le président Ouattara prendra les décisions qu'il a à prendre, et moi je lui fais confiance pour prendre des décisions y compris ne pas être candidat. Efficaces et sages. Y compris ne pas être candidat. C'est vous qui parlez. Non, c'est une question, c'est juste une question. Tout peut arriver. C'était juste une question. Tout peut arriver. C'est une réponse. Voilà. Moi, ces débats-là, ça fait partie des débats mal posés souvent en Afrique. En fait, ça me fait penser au procès de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires au Parlement européen. Sujet, ça. En fait, aucun des 4 ne conteste les faits qui lui sont reprochés, ne conteste le jugement qui leur a été appliqué. Mais ils disent, en fait, comme Marine Le Pen, ces gens pensent qu'il y a une espèce d'immunité pour le candidat à la présidence. C'est ça. C'est elle. Moi, c'est ça qui me dérange. Bon. Cela dit, on sait d'où vient la Côte d'Ivoire. Et Gbagbo se plaît à rappeler que, selon la loi ivoirienne, Alassane Dramane Ouattara ne devait pas se présenter aux élections de 2010. C'est lors des accords de Ouagadougou qu'ils ont trouvé un accord politique pour que les élections puissent se dérouler
Alassane Dramane Ouattara. Il n'avait pas commis de délit à l'époque, Alassane Ouattara. Il n'avait commis aucun délit. Hein. C'était un débat autour de la nationalité, une fois de plus. Dans un contexte marqué par l'ivoirité. Oui, il y a un faux débat sur l'ivoirité qui avait été lancé par M. Bédier. Mexan, on termine. Toujours est-il que, comme il n'y a pas encore de culture d'état de droit dans nos pays, c'est un fait. Comme nous sommes habitués à l'instrumentalisation de la justice par les pouvoirs en place, c'est très difficile d'aller expliquer les situations au cas par cas dans ces situations-là. Donc, moi, je pense que la décision appartient à Alassane Dramane Ouattara, mais moi, connaissant bien la situation en Côte d'Ivoire, je pense que la meilleure façon d'en finir avec tout ça, c'est de leur permettre à tous de se présenter. Certains, s'ils arrivent à avoir 2%, ce sera beaucoup. Mais évidemment, ils vont faire comme Trump. Ils vont dire non, on nous a volé l'élection. Donc en fait, il n'y a pas de bonne solution. Oui, il n'y a jamais de bonne solution. Je pense effectivement que c'est l'unanimité en politique. Décision politique qui réglera le problème des autres candidats qui sont exclus parce que, qu'on le veuille ou non, qu'on le dise tout haut ou tout bas, nous savons que dans nos pays africains, il n'y a aucune décision de justice par rapport aux opposants qui est prise sans... Ne dites pas ça. Sans qu'il y ait une intervention... Vous généralisez, là. Mais absolument partout, c'est pareil. Non. La même liste de pouvoirs en place. Vous ne pouvez pas dire ça. Non, mais ça, c'est votre point de vue. Monsieur le professeur, vous ne pouvez pas dire ça. C'est pas ce qui se passe. En 2015-2016, je peux vous assurer que ce n'était pas le cas au Burkina Faso. Oui, voilà. Et ni en Côte d'Ivoire. Probablement. Oui, mais parce qu'il y a eu un coup d'État. Non. Il y a eu une insurrection populaire qui a chassé Blaise Compaoré. Mais... Et on a essayé de... Et c'est là où on a coupé... Et c'est là où on a coupé le cordon ombilical entre la justice et l'exécutif. En Côte d'Ivoire... mais ça existait. Mais qu'il y a une défiance de l'opinion vis-à-vis du pouvoir judiciaire, du pouvoir politique, c'est un fait. Mais ne dites pas que sur tout le continent africain, la justice est forcément suspecte. Il n'y a pas d'insurrection populaire en Côte d'Ivoire. Sur 54 États, on peut compter sur les doigts de la main les États où le pouvoir n'intervient pas. Vous les avez comptés, vous les avez comptés, vous les avez comptés. On peut le dire de cette manière-là. Non, de toute façon, Alassane Dramane Ouattara sera candidat du RHDP. Ah, vous l'affirmez? Mais ils sont en train de le pousser, il va... Vous êtes dans la tête de M. Alassane Ouattara? Il n'y a aucun doute. Vous le confirmez? Non, moi je ne confirme rien du tout. Pour les militants du RHDP, pour les militants... Non, mais notre ami, c'est tout. Alors, M. Tidjane Thiam, est-ce que... Je pose un peu la même question. Personne ne doute que M. Tidjane Thiam est ivoirien. Est-ce que, voilà, pour une question administrative, on ne devrait pas au moins, sur son cas à lui, poser un acte politique, prendre une décision politique et lui permettre d'aller paisiblement à cette élection en tant que président du parti, du PDCI, parti historique s'il en est? C'est ce que je suis en train de dire, Francis. C'est-à-dire, c'est une décision politique. Oui. C'est une décision politique qui va changer la chose. Si Alassane Dramane Ouattara demain dit « Ok, très bien », on le remet dans les listes électorales parce que... Non, mais il faut d'abord qu'il accorde une amnistie. Il ne va pas décider... pas pour... Non, mais pas pour Tidjane Thiam. Mais pour les trois autres. Non, pour les trois autres. Si on permet Tidjane Thiam, on va dire après le Burkinabé, le Sénégalais. Vous allez voir. Vous êtes contradictoire, vous dites qu'il faut respecter la justice, la loi, et là vous dites il faut distribuer des décisions politiques qui disent le contraire. Il y a d'un côté, il y a cette décision, de justice. Qui est d'ailleurs assez curieuse, puisqu'on dit il n'y a pas de recours possible pour une décision qui est prise en première instance. Où est-ce qu'on l'a vu? Vous parlez de la décision d'exclure Tidjane Thiam. Oui, voilà. Donc, je trouve ça quand même assez curieux, parce qu'il y a le droit de recours, on peut aller en chambre de recours, et puis voilà. Sauf que d'autant que pour cette question administrative, il y a un conflit entre le code électoral, qui a jugé donc ce dossier, et le code de la nationalité. Absolument. Il y a un conflit de protocole, si je puis dire. Oui. Bon. Moi, ce que je voudrais quand même ajouter, c'est qu'on parlait de nos jeunes démocraties africaines. Le grand absent, c'est le programme politique. Parce qu'on ne parle que d'hommes depuis le début en Côte d'Ivoire. Et je ne suis même pas persuadé que si on demande
J'ai regardé la longue interview de Jean-Louis Billon. Quand on lui pose des questions, qu'est-ce qu'il va faire exactement s'il était président? Jean-Louis Billon, donc membre éminent du PDCI. Oui. C'est ça, donc on voit que là, il n'y a plus du tout du PDCI. Et qui voudrait donc Bah oui, bien sûr. compétir à la place de Tidjane Thiam. Ce qui était assez Et le président prévisible. du congrès du RHDP, c'est M. Hachi, qui vient du PDCI. Bon, et le RHDP a un programme politique. Ouattara a un programme politique. Il l'a appliqué pendant qu'il était président et le RHDP définira son programme politique. Ouais, il serait temps, oui, parce qu'on est à 4 mois quand même. Il serait temps. Mitterrand a pris sa décision 2 mois avant l'élection. Personne ne doutait qu'il allait se présenter. Sauf lui. Le RHDP a peut-être un programme politique, mais il n'y a pas de plan B. Si Alassane Ouattara n'est pas là, on ne sait même pas qui pourrait porter. Si, on en trouverait. On parle plus de Alassane Ouattara et tout le monde milite à un pour mois qu'il de soit l'élection. Jean-Paul vous dit qu'on trouverait un candidat de... Il y a toujours À un an de candidat l'élection, le possible. PASTEF n'avait pas de plan B. Oui, c'est encore autre chose. Non, mais là, je suis tout à fait d'accord avec toi, Grégory. C'est-à-dire que ça pousse Alassane Dramane Ouattara parce que personne n'ose lever la tête, comme au Cameroun, ça pousse Paul Biya à se représenter. Oui. Non, mais Enfin, vous faites là un parallèle quand même. Faites pas la comparaison entre Biya et Ouattara. Ok. Merci. On va terminer donc sur ce propos inachevé. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Maxence Sommet, merci d'être venu. Merci. Vous êtes donc consultant en informatique, je ne l'avais pas dit tout à l'heure, parce que vous avez évoqué votre métier pendant l'émission. Vous êtes consultant en informatique. Vous êtes surtout, donc, on vous connaît surtout avec cette étiquette de militant pro-démocratie et pour l'état de droit, partout où cela est nécessaire. Grégory Sileni, merci d'être venu. Merci Francis. Jean-Paul Benoît, merci. Vous ne repartez pas en voyage bientôt? Non, pour l'instant. Pas pour l'instant. Et Alfred Changologoro, merci. Merci beaucoup, Francis. Voilà, les auditeurs apprécieront vos Un petit tour en Côte d'Ivoire. Merci à Moustapha Kanté qui a réalisé cette émission comme il le fait chaque semaine avec Romain Clicquot de Menck. Merci à eux. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Panel Hebdo. D'ici là, prenez grand soin de vous. À très vite.